Nous terminerons ces 4 coups de projecteur sur le socialisme africain avec le Bénin et le Sénégal dont nous parlera Françoise Blum. Mais d'abord, la Tanzanie avec vous, Marie-Aude Fouéré. Vous êtes de l'EHESS, ça fait presque particule nobiliaire, École des études en sciences sociales. Vous êtes également membre de l'IMAF, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'Institut des mondes africains. Et j'aimerais comprendre ce que fut, le comprendre par votre truchement, ce fameux, car ce fut fameux, Ujamaa de Julius Nyerere en Tanzanie, que certains, Ujamaa, traduisent par familialisme, mais le traduit du est toujours suspect. En tout cas, ce fut une expérience socialiste en Afrique. Ce fut une des expériences socialistes, oui, avec tous ces volets, justement, concernant autant l'éducation, le rapport à la terre, la question de la terre, de développement urbain, le développement et la promotion de la jeunesse. Donc il y avait vraiment différents volets. Ce qui est intéressant, je pense, avec le socialisme africain, c'est Ujamaa de Nyerere, c'est à la fois cette capacité qu'avait eue Julius Nyerere à vraiment mettre en mots en fait, son projet de société pour la Tanzanie. Donc à la fois en inventant tout un ensemble de concepts et un langage du politique et du socialisme appliqué à la Tanzanie, donc sous le concept Ujamaa, mais avec un certain nombre d'autres notions qui a créé tout un champ sémantique fortement réapproprié par les Tanzaniens pour penser la création de cet État-nation tanzanien post-indépendance, et que Nyerere a articulé, disons, à la fois par ses écrits, et il y a toute une production de livres en Swahili, la langue du pays, que Nyerere a aussi souhaité promouvoir, et qui est devenue d'ailleurs langue d'enseignement dans le primaire, dans tout un ensemble de discours politiques oraux, Nyerere allant tout autant dans les villages s'adresser aux foules que par exemple s'adressant à l'Union africaine ou à l'Organisation des Nations Unies. Voilà, donc ça c'était, disons, la dimension idéologique qu'on a appelée philosophie politique, mais qui est très, très, très bien articulée par Nyerere, avec toute une manière de mettre ensemble une vision socialiste, humaniste pour les Tanzaniens, et qui du coup a été fortement appropriée en Tanzanie, en tout cas dans les premiers temps de l'Ujamaa, donc à partir de 1967. Et puis après, il y a l'ensemble de politiques publiques, de mesures concrètes. Et alors bon, il y a différents aspects, mais en tout cas en Tanzanie, il y a ce dont on parle en particulier, c'est ce qui a été appelé la villagisation. Donc le regroupement de populations qui en Tanzanie ont traditionnellement été plutôt éclatées, chacun un petit peu dans leur ferme. Et là, l'idée c'était de regrouper les gens dans des villages pour faciliter l'accès à la terre, mais aussi pour offrir tout un ensemble de services publics faciles d'accès pour les gens. Donc des écoles, des hôpitaux, voilà, qui soient à proximité de l'endroit où on habite. Donc ça a induit des déplacements humains relativement conséquents en fonction des régions de la Tanzanie. La Tanzanie est un pays vaste, donc chaque région avait aussi sa tradition de plus vivre en village ou plus vivre de manière un petit peu éclatée, disons. Voilà, donc ça c'est les deux aspects. Mais à vous entendre, 2 mots interpellent, humaniste et réapproprié. Or, qu'est-ce qui fait partie de la propagande qu'on a vue ailleurs, Néwin en Birmanie, vers la voie birmane vers le socialisme? Je pourrais même aller chercher jusqu'à la Corée du Nord et le Juche de Kim Il-sung, qui se traduit par autosuffisance, et l'autosuffisance faisait partie du discours de l'Ujamaa. Donc, est-ce que, quand vous dites réapproprié et humaniste, qu'est-ce qui différenciait ce bricolage d'autres bricolages mythologiques politiques?
Moi, il me semble qu'à partir du moment où est diffusé dans l'espace public, et donc par différents canaux, mais notamment l'école, notamment en encadrement de la jeunesse ou de différents groupes, mais à partir, si vous voulez, d'une vision de société quand même relativement positive, à partir de valeurs qui étaient plus d'égalité pour tous, nous marchons ensemble, il faut se développer, on va y aller petit à petit, parce que Nyerere et l'État a aussi énormément misé sur le développement plutôt de la paysannerie, avec vraiment un discours égalitaire et de partage des ressources, de redistribution des ressources de l'État. Qui, en tout cas pendant un moment, est quand même allé de pair avec les actions concrètes mises en place. Donc il n'y avait pas d'incohérence. Jusqu'à quand à peu près? De 67 à, disons, au milieu des années 70. Alors en fonction des zones, parce que ça ne s'applique quand même pas différemment. Après, c'est un peu les subtilités aussi de la mise en place de politiques publiques en fonction des zones. Mais à partir du moment où quand même un État et un régime est capable d'être en cohérence entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, du coup, c'est relativement aisé pour les populations de se réapproprier à la fois ces langages, cette idée-là d'un nouvel État-nation tanzanien, mais aussi se réapproprier, mais même adhérer au projet, c'est-à-dire de donner de la force de travail. On demandait aux gens d'aller travailler dans des champs sans être payés, eh bien on y allait, parce que on adhérait au principe. Mais ça va grosso modo jusqu'au milieu des années 70, où notamment la campagne de villagisation a été menée manu militari, et ça a commencé à déplaire quand on force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais Françoise Blum confirmera ou pas, on a l'impression qu'avec la Tanzanie de Nyerere et jusqu'au milieu des années 70, on a un authentique socialisme africain. Ce n'est pas plaqué du soviétique, voire du chinois, voire du cubain. Et c'est assez singulier, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il semblerait, en tout cas c'est relativement spécifique à la Tanzanie peut-être, je pense que Françoise aussi pourra nous éclairer en termes de comparatisme, mais ce qui se passe quand même avec ce leader Nyerere, c'est qu'on a quand même sa trajectoire, il fait partie des éduqués, des érudits, il allait faire un master à Édimbourg, il revient en Tanzanie, il est très intelligent, il est très habile avec les mots, et il a un savoir qui couvre large. Et il connaît tout autant les socialismes européens qu'il a des lectures humanistes. Il est aussi fortement religieux, donc il puise aussi dans des grands principes du christianisme. Et puis, il fait ce bricolage, en fait, pour produire ce socialisme en mots à sa manière. Et ce bricolage, il est très réussi. C'est pour ça qu'il n'est pas plaqué. Mais il est oublié aujourd'hui ou... En Tanzanie, il n'est pas oublié. Et moi, je travaille plus justement sur les mémoires de Nyerere, comment aujourd'hui on s'en souvient en Tanzanie. Et Nyerere est vraiment une grande figure. Qu'on cite à tout va, alors on y réfère des fois positivement, des fois un peu négativement, mais même si c'est négatif, en disant certes Nyerere a voulu bien faire, mais il y a des choses qui n'ont pas très bien marché, mais malgré tout on passe son temps à parler Nyerere en Tanzanie. Et ça c'est quelque chose qui est assez incroyable. Je pense, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, qu'il n'y a jamais eu de plaquage. C'est-à-dire que nulle part vraiment on peut dire on a plaqué artificiellement ce que faisait l'URSS, ce que faisait la Chine, ce que faisait Cuba. La Chine, l'URSS et Cuba ont offert des modèles, mais il y a toujours eu quelque part la volonté d'adapter à l'Afrique. En fait, ce qui se passait avec les socialismes scientifiques, on a parlé du Congo, je pourrais parler du Bénin, c'était on cherchait, ou les chefs d'État, ou la jeunesse, cherchaient des outils pour suivre une autre voie que celle que donner, avoir les puissances coloniales. On cherchait autre chose, et il faut quand même reconnaître que le marxisme, dans les années 60, semblait une idéologie de progrès et aussi une science. Donc en fait, et ça c'est très caractéristique au Bénin de Kérékou par exemple, on a testé un outil, celui qu'offrait le marxisme, qu'on considérait comme une science.
Alors ça a été un petit peu comme ce qu'on a vu pour le Congo, pour l'Éthiopie, ça a été avec des nationalisations, ça a été bien entendu avec un parti unique, ça a été aussi avec des associations de femmes, ça a été avec tout ça. Et ça a été très souvent des anciens étudiants en France qui avaient appris le marxisme en France, des gens comme Simon Ifede-Oguma, comme François Kodjo-Adzogbéou, qui ont pensé que cet outil, cette science, pouvait servir à quelque chose pour sortir l'Afrique du sous-développement. Et ils ont essayé de le tester, tout simplement, avec plus ou moins de succès. On a vu, là aussi au Bénin, il y a eu une tentative d'école nouvelle. Ils ont appelé ça école nouvelle, pour essayer d'adapter l'école à l'Afrique. Il y a eu des expérimentations, il y a eu aussi des exactions, et il y a eu surtout des exactions à partir du moment où il y a eu des graves défaillances économiques, c'est-à-dire avec la crise pétrolière, etc. Les choses se sont dégradées à ce moment-là, emprisonnement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a deux types de socialisme africain. On peut faire une typologie très sommaire et vous me direz où mettre l'Oujama, parce que justement, je ne sais pas trop. Le socialisme qu'on peut dire africain, qui peut être celui d'un Senghor ou plutôt, encore plus peut-être celui d'un Mamadou Dia. Socialisme africain qui considère que les structures traditionnelles de la communauté africaine sont déjà quelque part un modèle de socialisme. Donc on va chercher dans le passé de l'Afrique, le passé avant la colonisation, les racines de ce qui serait spécifiquement un socialisme africain. Ça, je dirais, c'est le cas de gens comme Senghor. Senghor connaissait bien le marxisme. Il connaissait et il admirait le jeune Marx. Mais il lisait aussi Teilhard de Chardin, il avait une culture assez... Son socialisme était archi-tempéré, il était plus proche de la social-démocratie. Et comme j'ai parlé de Mamadou Dia, on sait que Mamadou Dia a été accusé de coup d'État en 62, emprisonné, etc. Mamadou Dia, lui, par contre, quand il était président du Conseil, toujours sous Senghor, a tenté des expériences de coopérative rurale, par exemple, qui étaient des expériences qui se voulaient application concrète d'un socialisme africain. Donc, réactiver les structures traditionnelles de l'Afrique en pensant que ces structures traditionnelles faisaient de l'Afrique un terrain tout à fait privilégié pour le socialisme. Et de l'autre côté, vous avez les socialismes marxistes-léninisme. Le Bénin a connu la prise de pouvoir par 3 militaires, Mathieu Kérékou, Janvier Assogba, Michel Aïkpé. Ces 3 militaires ont, à cause de leur entourage, sous influence, Kérékou écoutait beaucoup les gens finalement, décidé que le marxisme pouvait être une voie. Et il y a eu ce qu'on a appelé les 3 glorieuses du Bénin. Ça renvoie aux 3 glorieuses du Congo. Les 3 glorieuses du Bénin ont été la première, 30 novembre 1972, le discours-programme qui fonde une construction nationale, mais dans la voie du socialisme. La deuxième glorieuse, ça a été l'adoption du marxisme-léninisme comme idéologie officielle du Bénin, ce qui n'était pas encore le Bénin, pardon, ce qui était le Dahomey. Et la troisième des trois glorieuses, ça a été le changement de nom, le Dahomey devenant Bénin. En quelle année exactement? Ça, c'est 75. 75. Alors, il faut vous dire que le Bénin, le Sénégal et le Bénin sont aussi un peu particuliers dans ce qui est leur transition démocratique. Le Bénin a une transition démocratique, j'allais dire, relativement facile. C'est la première conférence nationale en 90 en Afrique. Et très curieusement, je ne sais pas si on s'en souvient, mais Mathieu Kérékou, qui était alors au pouvoir, a accepté finalement d'assez bonne grâce cette conférence nationale, qui a été l'ouverture démocratique. Il a accepté et il s'est mis en retrait, au retour vers le religieux d'ailleurs, la présidence de Nicéphore Soglo. Mais il est revenu au pouvoir avec des élections libres et démocratiques et a été de nouveau 2 fois président de la République. On a trouvé un caméléon puisqu'il avait... Oui, c'était son prénom, caméléon. C'était pas, il s'appelait caméléon, j'ai oublié le mot, mais il s'appelait comme ça. Tiens. C'était son prénom. Donc, alors, justement, le grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou, comme il se fait appeler. Exactement, le grand camarade de lutte. Quand vous faites cette distinction, moi je pourrais en faire une autre. Il y a les soudards qui prennent le pouvoir, et il y a des intellectuels venus de l'enseignement comme Senghor et Nyerere. Non, moi je ne fais pas du tout ça, je ne dirais pas du tout ça. Il y a une spécificité, je pense, de l'Afrique, ou peut-être pas de l'Afrique, c'est les militaires marxistes.
Je veux dire, ce n'étaient pas forcément des brutes épaisses, les militaires en Afrique. Il semble, on m'a raconté ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre, que Kérékou et Aikpe Asogba, Aikpe sera assassiné sous Kérékou d'ailleurs après, étaient initiés à la philosophie par Adotevi, qui les aurait rencontrés dans le camp militaire où il était prisonnier et qui les aurait plus ou moins initiés à la philosophie. Vous avez des militaires qui sont des gens très très cultivés. Hein. Bon, je prendrai l'exemple de Madagascar. Madagascar, il y a une révolution en 1972. La foule appelle l'armée au pouvoir. Une armée qui n'est pas intervenue pendant la révolution, qui n'a donc massacré personne. Et c'est le général Ramenantsou, qui a fait d'ailleurs toutes ses études militaires en France, qui devient président. Ensuite, ce sera, quelques années plus tard, Didier Ratsirac, qui lui va essayer d'adapter, disons, le socialisme à la nord-coréenne à Madagascar. Mais ce ne sont pas des gens qui sont des imbéciles et des soudards. On pense tout de suite à un Bokassa, ça, d'accord. Non, je pense mais pas. Mais même Thomas Sankara, qui a fait rêver pour la dernière fois, c'était pas un soudard, mais c'était pas non plus... il suffit de voir comment François Mitterrand, il y a eu un discours extraordinaire où il provoque François Mitterrand à Ouagadougou. Mitterrand lui répond sur un ton un peu paternaliste, en jouant du vieillard et de l'image du vieillard en Afrique. Mais entre Senghor, Nyerere et, aussi intéressant soit-il, Kérékou et Sankara, il y a tout un monde, non? Vous défendez un peu Nyerere. Non, moi ce que je peux dire, c'est que du côté de la Tanzanie, si on veut comparer ou positionner le socialisme africain tanzanien, c'est vraiment, je pense qu'une comparaison avec le Sénégal est très pertinente. On a deux types d'hommes un peu similaires, en effet quand même des intellectuels. On a des socialismes réformistes, hein, ce n'est pas des socialismes révolutionnaires, pas du tout en Tanzanie. Nyerere, pardon, ni au Sénégal, ou alors voilà, le socialisme révolutionnaire non, non. est dans l'opposition au Sénégal, et clandestin. Alors oui, il y a un tout petit peu ça aussi en Tanzanie, mais Nyerere arrive à contenir et finalement être la mouvance dominante. Et il ne se réfère pas au marxisme, au léninisme, mais très rapidement, il le met à l'écart en disant, de toute façon, il n'y a pas de lutte des classes en Tanzanie. On est tous sur le même plan, et ça c'est justement une référence, parce qu'avant je disais il a puisé dans l'humanisme, dans le religieux, il a aussi puisé dans le répertoire de la tradition, en disant en Afrique ce sont des sociétés autrefois, avant la colonisation nous étions des sociétés toutes égalitaires, etc. Et donc ça c'est ce dont il s'inspire, hein, pour aussi alimenter son discours d'égalité générale, partagé disons à l'échelle du territoire, et donc pas du tout ces questions de dialectique, de lutte des classes. Oui, la question de la lutte des classes, c'est une question qui est très discutée en Afrique dans ces années 60. Oui, mais évacuée par exemple. Exactement, évacuée. Et il y a même des théories, type Sékou Touré, celle du peuple-classe. C'est-à-dire ce qui se comprend tout à fait, parce que la classe ouvrière en Afrique, elle est quasiment inexistante. Mais ce qui n'empêche qu'il y a eu des marxistes-léninistes qui voyaient quand même dans les ouvriers une infime minorité, et une minorité plutôt privilégiée. Des agents du progrès au Congo, on n'a pas été loin de ça. Mais il y avait aussi justement cette idée de dire qu'en Afrique, les classes n'existaient pas, et donc que c'était le peuple l'État, le peuple nation. Voilà, donc ça fait aussi une des spécificités avec le nationalisme, parce qu'on ne peut pas comprendre les socialismes africains, et je pense que vous l'avez dit aussi pour la Tanzanie, sans savoir que c'est aussi des nationalismes. Et alors, ces États socialistes, quelle qu'ait été la forme du socialisme, ont aussi, ça c'est un facteur assez important, cherché des alliances avec d'autres pays que les anciennes puissances coloniales. Donc du côté de l'URSS, du côté de Cuba, et peut-être surtout, j'allais dire, du côté de la Chine, parce que la Chine offrait un modèle, le modèle d'une société majoritairement paysanne qui avait fait sa révolution et qui enregistrait progrès sur progrès. Donc la Chine en Afrique, c'est quelque chose comme un mythe. Par ailleurs, ce n'est pas seulement un mythe, parce que la présence chinoise que l'on connaît maintenant en Afrique existe déjà dans les années 60. Au Congo, il y a les Chinois. Et en Tanzanie, il y a les Chinois. Et donc, je pense qu'il faut chercher là la racine de la présence actuelle des Chinois en Chine dans ces années 60, sous des prétextes alors idéologiques,
Mais ce qui n'empêche qu'on s'établit. Et on s'établit et en même temps, je vous dis, il y a cette espèce de mirage de la Chine, cette révolution paysanne qu'on considère comme un succès. Je prendrai un tout petit exemple, si vous me le permettez. Il y a eu une grande révolte à Madagascar en 1971, une révolte paysanne dans le sud de l'île. Tous les soirs, les paysans en lutte vont attendre sur la plage les bateaux chinois qui doivent leur amener des armes. Les bateaux chinois n'arriveront jamais, bien entendu. Et la révolte va être écrasée dans le sang. Nous avons parlé des socialismes en Afrique au passé, au cours de ces séances en 2 volets, avec 4 coups de projecteur. Néanmoins, est-ce que, on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment au procès de Laurent Gbagbo, qui se pose en ultime socialiste et en force d'affranchissement, victime de la vente d'État colonial, est-ce qu'on pourrait paraphraser l'autre et dire, pour essayer d'en parler au futur, un spectre hante l'Afrique, le socialisme? Moi, j'aurais du mal à répondre pour les autres pays que celui que je connais bien. En tout cas, en Tanzanie, c'est très clairement le cas. On est dans une période qu'on qualifie de post-socialisme, mais parce que, voilà, sortie du socialisme, mais avec tout un ensemble d'héritages, de legs, de mémoires associés à toute cette période qui a été fondamentale dans la formation de l'idée nationale en Tanzanie, l'idée nationale post-coloniale. Et en permanence, il y a en effet ce spectre socialiste qui est là, qui est discuté, qui revient dans les débats politiques et dans les débats de société, justement, qu'est-ce qu'on veut, comment on avance, et notamment dans cette comparaison avec, parce que quand même l'époque des ajustements structurels ont quand même transformé radicalement les fonctionnements de ces pays socialistes. Et donc, il y a en permanence une comparaison entre ce qu'on avait avant d'un État socialiste qui nous fournissait quand même la gratuité, l'accès à l'école, qui apportait, quand il y avait pénurie, qu'il y avait des famines, et bien, ils apportaient des sacs remplis de grains pour nous nourrir. Etc., les services sociaux, l'accès aux hôpitaux, et puis des situations aujourd'hui où les gens voient leur niveau de vie tout simplement chuter, des services publics qui sont attaqués. Et donc c'est aussi pour ça, si le spectre, comme vous dites, du socialisme est encore tant présent, c'est que les conditions de vie qui aujourd'hui sont offertes aux populations sont pas... ne crée pas d'adhésion. Tout à fait. Et il y a aussi le fait, bien sûr, qu'on pense toujours le passé comme un âge d'or, quelque part, mais quelquefois, ce n'est pas tout à fait à tort. Effectivement, je peux donner l'exemple, Scholastica en aurait parlé beaucoup mieux que moi, du Congo, où j'étais il y a très récemment, et quand on me donnait un homme politique en exemple, c'était évidemment pas Sassou Nguesso, mais c'était Massamba Deba, qui a été le président de la révolution des Trois Glorieuses. Massamba Deba, ça, c'était un homme honnête. Ça, c'était quelqu'un qui a fait quelque chose pour le pays. Donc, je pense qu'il y a un peu partout cette idée qu'il y avait des choses qui étaient bien mieux. Et on les réinvente aussi. Exactement. Parce que du coup, on les bonifie, on les améliore dans le discours. Des choses qui, à l'époque, ont sans doute pas plu à tout le monde ou pouvaient être fortement critiquées, aujourd'hui peuvent être passées sous silence et pour simplement refaire ressurgir tout ce qui était beau. C'est le principe d'ailleurs de la nostalgie et de la recréation de l'âge d'or. D'ailleurs, dans l'ancien territoire de l'Union soviétique, il peut tout à fait aussi y avoir des nostalgies. Les portraits de Staline refleurissent en Russie maintenant. Hein. Mais je n'assimilerai pas les deux choses non plus. Mais il y a à la fois cette nostalgie d'un âge, non pas d'or, mais quelque chose qui était mieux que le présent. Et puis quelquefois, effectivement, des souvenirs d'actions très positives qu'on regrette d'avoir perdues ou qui ont été abandonnées. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Aude Fouéré et Françoise Blum, de nous avoir fait presque toucher de l'ouïe ce qui peut encore fermenter en Afrique. Merci.